Avant de chercher à légitimer l'euthanasie et le suicide assisté au nom de la liberté, on a longtemps invoqué un tout autre concept, celui de la dignité, au point que le syntagme « mourir dans la dignité », qui sert d'étendard aux militants pro-euthanasie, a fini par devenir un synonyme de « mourir euthanasié ». On avait alors confondu l'inaltérable dignité avec le sentiment subjectif que chacun peut éprouver de sa propre dignité. Les médias, l'opinion, une grande partie de la classe politique ont succombé à cette étrange confusion autour du sens du mot de dignité. On peut même parler ici d'un véritable hold-up sémantique, pourtant dénoncé depuis longtemps, y compris par des militants favorables à l'euthanasie. Je pense parmi bien d'autres à André Comte-Sponville, membre du comité de parrainage de la DMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui a écrit avec une honnêteté intellectuelle qui l'honore « Ce n'est pas une question de dignité. L'association qui en fait son mot d'ordre principal et son sigle a toute ma sympathie, mais se trompe sur ce point. Si tous les hommes, c'est toujours Comte-Sponville qui parle, sont égaux en droit et en dignité, cette dernière ne saurait varier selon les circonstances, fussent-elles atroces. En quoi un polyhandicapé ou un grabataire sont-ils moins dignes de respect qu'un valide? En rien, bien sûr. En quoi leur dignité les protège-t-elle de l'horreur? En rien non plus. Ce n'est pas une question de dignité, mais de liberté. Voilà ce que dit Comte-Sponville. C'est donc cette notion de liberté qu'il convient d'interroger. Elle recèle bien des pièges. Comme l'a dit Paul Valéry dans un texte célèbre, la liberté est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent, aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités infinies qu'aux phrases qui déchaînent le tonnerre. Et en effet, il suffit de brandir ce mot de liberté quand on veut susciter des ovations frénétiques. Pour déclencher le tonnerre d'applaudissements dont parle Paul Valéry, il a suffi au député Olivier Falorni de déclarer à la tribune de l'Assemblée nationale le 8 avril 2021, je le cite, « Notre démocratie a su conquérir une à une toutes les libertés, toutes sauf une, l'ultime, celle qui nous concerne toutes et tous, c'est-à-dire la liberté de choisir sa mort. » Mais qui prend le temps d'y voir clair, qui prend le temps de la réflexion au lieu de céder à des réflexes purement émotionnels. Comment débusquer les analyses illusoires et résister au déchaînement des acclamations bruyantes et satisfaites d'elles-mêmes? Posons des questions. Est-il certain que le suicide soit une liberté? Et à supposer qu'il en soit une, ce qui est loin d'être acquis, ne se met-il pas en état d'extrême dépendance à autrui, celui qui ne procède pas lui-même, tout seul, à ce suicide? Ne confisque-t-il pas la liberté de celui qui doit l'aider activement à mourir, selon l'expression en usage? Aux évidences simplistes, préférons donc toujours la réflexion tranquille et commençons par un rappel de bon sens. Deux événements bordent nécessairement l'existence des humains, comme celle de tous les autres êtres vivants. La naissance et la mort. Nous ne sommes pas libres de naître ou de ne pas naître. Nous ne sommes pas libres de mourir ou de ne pas mourir. On ne choisit pas plus la naissance que la mort. C'est elles qui nous choisissent. Naissance et mort sont les lieux d'une démaîtrise constitutive de notre condition humaine. Le suicide n'est pas une ultime liberté. Mais si l'option de l'immortalité terrestre nous est fermée, si on n'est pas libre de refuser la mort, du moins, pense-t-on, peut-on choisir sa mort, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on va mourir et aussi le moment où l'on va mourir. On retrouverait alors un espace de liberté en anticipant sa mort, en refusant qu'elle survienne à son heure, certes, elle aura le dernier mot, mais en capitulant avant l'échéance, on aura eu le sentiment de l'avoir apprivoisé dans un geste d'ultime liberté. En réalité, en lui rendant les armes prématurément, on n'aura fait qu'avancer son triomphe. Notre liberté apparente d'en finir n'aura été que l'abdication de notre liberté, puisque la mort nous privera définitivement de toute capacité d'initiative, si ténue soit-elle.
Dirions-nous qu'un homme qui librement consentirait à être réduit en esclavage exercerait une liberté authentique au moment où il y renoncerait? Toute justification du suicide, qu'il soit ou non encadré par une assistance ou par un geste euthanasique, bute sur cette contradiction. Par quel tour de passe-passe, alors, parvient-on à justifier les programmes de prévention du suicide et à proposer, en même temps, ce moyen d'en finir? On ne devrait pas banaliser le suicide au nom de la prétendue liberté qu'elle offrirait à ses membres. Comment expliquer, par exemple, que le Code pénal condamne la provocation au suicide? C'est l'article 223-13 et 223-14. Et que le secours apporté à un suicidaire, non seulement n'est pas puni par la loi, mais est moralement considéré comme plutôt vertueux. Ce n'est pas pour porter atteinte à la liberté du suicidaire que l'on peut s'opposer fraternellement à son geste. Et pourtant, certains considèrent que le suicide relève d'une sorte de liberté personnelle. Je dis ça entre guillemets, mais dans un sens très délimité parce que sur cet acte singulier, souvent énigmatique, solitaire et personnel, le droit s'abstient. Pour le droit, le suicide n'est pas une infraction. Cette liberté personnelle concédée par le juriste n'a rien à voir avec l'exercice d'un véritable choix fondé en raison et garanti par le corps social, qui en ferait une sorte de droit opposable, comme le sont les libertés d'expression, les libertés syndicales et que sais-je encore. La liberté personnelle signifie exactement ceci. Contrairement à la règle qui prévalait dans l'Ancien Régime, ni le suicide, ni la tentative de suicide ne sont considérés comme des violations ou des fautes méritant réprobation, mais plutôt comme des malheurs. Le droit se borne à constater une simple possibilité laissée à l'individu. En clair, la loi, en se taisant sur le suicide, dit seulement qu'il n'est pas interdit, qu'il est une possibilité non répréhensible. Pourrait-on alors parler de liberté, d'ultime liberté? Mais ce serait alors confondre une possibilité factuelle avec un libre choix raisonné, où se présenteraient plusieurs options. C'est ce qu'avait expliqué le généticien Axel Kahn, décédé d'un cancer en juillet 2021. En raison de sa notoriété et de son courage aussi devant sa mort prévisible à court terme, sa situation avait été très médiatisée. Mais bizarrement, on n'a pas cherché à faire connaître sa position sur le suicide. Or, dans son livre intitulé précisément « L'ultime liberté », il expliquait son opposition résolue au suicide assisté et à l'euthanasie, alors que son père, très admiré, s'était suicidé. Axel Kahn considérait que jamais le suicide assisté, ou non, pouvait résulter d'une ultime liberté. C'est le sens du point d'interrogation qui ponctue le titre « L'ultime liberté ». Car, disait-il, ceux qui en viennent à commettre ou même simplement à demander cet acte estiment qu'ils n'ont pas d'autre issue. Ils ne voient pas pourquoi et comment ils pourraient continuer leur existence. Ils ne sont donc pas libres, mais prisonniers de la manière dont ils perçoivent leur situation présente. Récusant l'idée que le suicide fût une ultime liberté, Axel Kahn pouvait donc conclure, à l'évidence, l'ultime liberté se situe presque toujours au-delà de la liberté, c'est-à-dire s'exerce lorsqu'on a cessé d'être libre. Si le suicide n'est pas une authentique liberté, mais une simple possibilité, une simple éventualité non répréhensible juridiquement, on imagine mal comment on peut prétendre sans risque grave encadrer et donc légaliser son assistance, ce que pourtant certains pays, certes encore très minoritaires, ont cru devoir faire. La mort donnée par autrui, avec l'assentiment de la loi, modifie en profondeur la nature du lien social. Je n'entrerai pas ici dans la différence pourtant importante entre l'euthanasie et le suicide assisté. L'euthanasie, on le sait, c'est le geste par lequel un soignant, c'est à lui que revient en général ce geste, en violation du serment d'Hippocrate, met fin au jour de son patient, à certaines conditions. Le suicide assisté, c'est la mise à disposition d'un produit létal que le suicidaire ingurgitera lui-même. La différence est évidemment de taille, puisque dans le premier cas, la mort est instantanée, elle survient après une injection létale en règle générale, alors que dans le second, la personne a la possibilité de se raviser en n'absorbant pas le poison, ce qui se produit d'ailleurs parfois. Mais cette différence ne doit pas occulter que c'est bien la même logique qui est à l'œuvre
dans l'euthanasie et dans le suicide assisté. Cette logique, c'est la suivante. Un tiers approuve la volonté d'autrui de mettre un terme à sa vie délibérément, valide sa décision et participe plus ou moins activement à sa mise en œuvre. On est là dans une toute autre configuration que celle du suicide qui se passe dans l'espace privé où l'individu décide le plus souvent solitairement de mettre fin à ses jours, choisissant le moyen qui lui convient. Mais dans le cas du suicide assisté ou de l'euthanasie, il ne s'agit plus de ce que les juristes peuvent encore appeler dans leur jargon une liberté personnelle, avec les réserves que j'ai signalées sur l'usage de cette drôle de liberté, mais il s'agit d'une offre faite par la société à chacun de ses membres. Car tel est bien le message. Choisissez votre mort, choisissez de mourir, c'est un acte de liberté. On habillera dans un premier temps ce message de restrictions diverses, de vérifications plus ou moins obsessionnelles de votre demande, puis on fera sauter l'un après l'autre les garde-fous de la première mouture de la loi selon une dynamique dont les pays qui ont franchi la ligne rouge montrent déjà l'exemple. Dans la panoplie des accompagnements proposés aux personnes vulnérables, il y aura une option parmi toutes les autres, la suppression légale de votre existence. Et chacun sera invité et même sommé de s'interroger sur cette solution. On vous aidera à mourir, selon un doux euphémisme qui évitera de parler crûment d'euthanasie et de suicide assisté, comme on peut le voir dans les rédactions des propositions de loi que les parlementaires déposent régulièrement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Autrement dit, puisque la loi vous autorise à formuler cette demande, un tiers, c'est-à-dire quelqu'un, une personne, et pas n'importe qui, un soignant en général, mandaté par le corps social pourra y répondre. Ce sera donc un soignant qui fera le geste létal ou qui signera une ordonnance prescrivant le poison mortel. Mais pour qui se prend-il, ce tiers, pour manifester ainsi sa toute-puissance sur la vie d'autrui ? Lui dont le métier est d'accompagner, quelle que soit la détresse de celui qui l'a en charge. Où est sa propre liberté s'il ne fait que répondre à l'injonction qui lui est adressée ? Il n'est plus le partenaire d'une relation, l'associé dans la lutte contre la souffrance, mais un prestataire de service qui aura renoncé à la grandeur certes difficile de son office, à sa liberté de soigner jusqu'au bout son patient. Il s'agit là d'une rupture colossale dans l'éthique immémoriale du soin dont les effets ne sont pas perceptibles immédiatement parce que ce renoncement se sera paré du vêtement de la compassion et du respect de l'apparente liberté d'autrui. Mais il aura ainsi masqué la dissolution de l'alliance thérapeutique, qui ne sera plus la rencontre entre deux libertés, mais l'abdication de deux libertés, celle du patient qui renonce à la sienne et celle du soignant qui se soumet à la volonté d'autosuppression d'autrui, oublieux, rappelons-le encore, de son serment d'Hippocrate. Pourtant, si la liberté de se supprimer ou d'être supprimé est à l'évidence contradictoire, l'individu n'est pas désarmé pour exercer son authentique liberté quand l'horizon n'est plus la guérison. En effet, il lui appartient de décider, lorsque ses souffrances lui sont insupportables, d'obtenir un soulagement proportionné, même si ce soulagement devait avoir pour effet éventuel d'abréger le nombre de jours qui lui restent à vivre. Il lui appartient aussi de décider en partenariat avec ceux qui prennent soin de lui si les traitements qu'on lui propose méritent d'être entrepris, poursuivis ou limités, ce qui ne sera pas, on le sait bien, sans conséquence sur la durée de sa vie. Cette double liberté honore l'éthique de la relation de soins, celle qui associe le patient et le soignant dans un pacte de confiance, alors que l'euthanasie ou le suicide assisté y met fin avec brutalité. Comme l'a dit et répété Robert Badinter, qui n'a jamais caché son aversion pour toute forme de légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, le droit pénal n'a pas qu'une fonction répressive, il exerce aussi une fonction expressive. Et à ce titre, c'est lui qui parle ainsi, il traduit les valeurs éthiques d'une société. Comment alors qualifier d'éthique la proposition d'offrir des moyens d'une exécution, je pèse mon mot, à la demande, et cela malgré de multiples garanties.
Plus généralement, par la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, c'est le sens de la loi qui est menacé en profondeur. Elle n'est plus ce qui humanise la vie selon sa définition traditionnelle, mais ce qui sert les désirs individuels. En ébranlant l'interdit fondateur de la vie sociale, le fameux « tu ne tueras pas », on croit satisfaire une simple revendication individuelle de liberté, mais en réalité, en instituant des exceptions à la règle commune qui interdit de tuer, le législateur enclenche une dynamique qui tôt ou tard lui échappera. Le paravent de la liberté derrière lequel il se sera abrité aura réussi à faire oublier qu'en dernière instance, c'est bien la société qui aura décidé à quelles conditions on aura donné la mort. Autrement dit, par son dispositif légal, la société aura décidé qui peut être exécuté et qui ne le peut pas. Elle aura déterminé qui est libre et qui ne l'est pas. Elle aura ouvert la boîte de Pandore.